Bon, j'ai quand même voulu introduire dans cette présentation du privé un petit panorama financier. Est-ce que c'est à but lucratif, commercial ou je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que les établissements privés ne vivent que par la T2A à 92 ou 93%. Enfin, Yann nous le dira peut-être plus précisément. Et donc, c'est un petit peu le nerf de la guerre. J'ai demandé à Yann Coléou, qui est directeur général du groupe Almaviva, de nous faire cette présentation du panorama financier des établissements privés. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation, Dominique. Donc Monsieur le Président, j'ai donc la charge de représenter les groupes de ce que j'ai compris de la part de Lamine. Il n'a pas répondu à une question et juste après cette présentation, je vous ferai part en tout cas, de ma vision sur le sujet de l'argent dans le domaine de la santé. Alors, pour cette présentation, je suis parti d'un observatoire économique qui est réalisé par la FHP depuis maintenant pas mal d'années et qui présente donc les résultats. C'est sur cette petite flèche-là que j'appuie. Voilà. Et donc, c'est un échantillon qui est fait sur 50% des cliniques MCO. On parle, parce que là, tout à l'heure, quand Lamine parlait de l'hospitalisation privée, il y avait le MCO, les SSR, la psychiatrie, etc. Là, on est uniquement sur le domaine des établissements médecine, chirurgie, obstétrique. Ça représente 50% des établissements et la méthodologie qui est prise, c'est qu'on les sépare en groupes 1, 2, 3, 4 en fonction de leur chiffre d'affaires. Inférieur à 10 millions, de 10 à 20, 20 à 30 et supérieur à 30 millions. Et comme vous pouvez le voir sur le graphe à droite, globalement, il y a une répartition assez homogène de ces différents établissements de santé privés MCO. Là aussi, pour la véracité et la crédibilité des chiffres, l'ensemble des régions sont réparties et représentées de manière équitable. Donc, c'est une étude qui est faite tous les ans sur les résultats des établissements de santé. Alors, le bilan économique, c'est quoi? On va d'abord parler de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, juste pour qu'on parle bien des mêmes choses, c'est ce qui est facturé au CEPAM, à l'assurance maladie, c'est les ventes directes aux malades, c'est les ventes aux accompagnants, c'est les refacturations au corps médical, et puis c'est quelques autres prestations accessoires qui peuvent être le parking, etc. Sont exclus du chiffre d'affaires qui est analysé tous les DMI, la pharmacie qui est facturée en sus, et puis d'autres recettes, comme je vous le disais, qui peuvent être dans le domaine du MCO, mais qui sont des soins de suite, de la psychiatrie, etc., qui ne sont pas inclus dans ce chiffre d'affaires. Donc, globalement, la dernière étude qui a été faite, c'est l'année dernière, donc sur les chiffres 2021. Alors, la progression ne veut pas dire grand-chose, et je vais passer assez rapidement parce qu'on compare des résultats 2021 à 2020, 2020 ayant été fortement impacté par le Covid. Les 9,6% ne sont pas une progression normale de l'activité d'hospitalisation privée, on va dire, sur une tendance naturelle. On est à des tendances qui sont beaucoup plus faibles que ça. En revanche, ce qui est intéressant de regarder, c'est que globalement, il y a 84% de la facturation qui est faite à l'assurance maladie et 16% qui est faite à différents intervenants qui peuvent être le malade, l'accompagnant, les médecins et ce qu'on appelle des autres prestations. Donc, il y a 84% qui est facturé à l'assurance maladie et 16% qui sont aujourd'hui au niveau de l'hospitalisation privée des recettes annexes. Ce point est important parce que vous allez voir qu'un peu plus tard, les 84% qui sont facturés à l'assurance maladie ne couvrent pas l'ensemble des frais directement liés aux soins. Sur la refacturation au corps médical, là aussi, je vais vite passer, mais globalement, c'est de la mise à disposition de personnel, c'est de la mise à disposition de locaux, c'est des gestions d'honoraires, etc. Je passe assez rapidement. Le constat, donc, en termes de profitabilité, puisque c'est un élément qui est souvent mis en avant, on voit qu'en 2021, la profitabilité, le résultat net des établissements de santé en France, sur la base d'un panel donc, qui représente plus de 50% des établissements français, le résultat net est de 2,5%. Donc, Lamine, tout à l'heure, le rappelait, sur l'ensemble de nos établissements,
il y en a 30% qui sont dans le rouge. Donc, c'est un élément qu'il faut avoir en tête. Et pour ceux qui ne sont pas dans le rouge, globalement, la moyenne donne 2,5%. Ce qu'on peut voir, c'est que globalement, les petits établissements ont un peu plus de difficultés en termes de résultats, puisque les moins de 10 millions, le groupe qui représente les moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sont quand même proches de l'équilibre, hein, avec un résultat net à 0,8%. Et puis après, donc, sur les trois autres groupes, on est entre 2 et 3% de résultats nets. Ça, c'est sur la partie gauche du slide qui vous est présenté. Sur la partie droite, on a une segmentation différente de ces 2,5% avec les établissements qui sont essentiellement en médecine-chirurgie, qui là sont à 2,9%, et ceux qui sont en médecine-chirurgie obstétrique, où là, la profitabilité est à 1,9%. Globalement, donc, il n'y a pas besoin de faire des grandes études économiques pour se rendre compte que l'obstétrique en hospitalisation privée est une activité qui pèse sur nos comptes d'exploitation. Comme je vous disais tout à l'heure, et ce slide, je trouve intéressant, c'est que dans la colonne de droite, on a les produits, et donc on a les 84% qui sont facturés à l'assurance maladie, et on a les 16% qui sont, on va dire, des recettes annexes. Et on s'aperçoit que les 84% qui sont facturés à l'assurance maladie ne couvrent pas les 89% qui sont les charges directes des établissements. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la réalité économique des établissements privés en France, c'est que s'il n'y a pas ces recettes annexes, ils sont largement déficitaires. Donc, c'est un élément qu'il faut avoir en tête, et ça explique aussi pourquoi on porte aussi pas mal d'attention sur des sujets qui peuvent être les chambres particulières, les produits d'hôtellerie, etc. Parce que c'est vraiment là où on arrive à équilibrer nos comptes. En termes de compte d'exploitation, je vous propose de regarder vraiment la dernière colonne à droite. C'est la répartition des charges d'un établissement de santé privé. Et globalement, donc, on a les achats et ce qu'on appelle les autres achats et charges externes qui représentent 50% des charges. Donc, 50% des charges sont représentées par des achats, 40% par des charges personnelles, et puis le reste, c'est un certain nombre de points que vous voyez, dotations aux amortissements, impôts et taxes et diverses autres charges. Si je continue, sur les frais de personnel, on s'aperçoit là aussi sur la partie gauche du graphe, c'est que globalement, plus l'établissement est important, donc les établissements de groupe 4, qui représentent plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, et plus il y a une bonne maîtrise des frais de personnel, des charges salariales, parce qu'il y a plus de synergie, on a la possibilité de mieux organiser l'établissement et de trouver un peu plus de productivité, et avec des écarts importants, de 39 à 44%, ça fait 5 points d'écart. Ce sont des éléments qui sont des écarts qui sont importants. Sur la partie droite, on a la même chose, mais avec un autre scope, médecine-chirurgie, où on est à 40%, 39,3 exactement, et médecine-chirurgie obstétrique, où on a une masse salariale qui est plus importante, compte tenu de la permanence des soins, 24 heures sur 24, etc. Donc ça, c'était de manière très rapide le compte d'exploitation. Et puis, d'un point de vue très financier, vous savez que les entreprises meurent parce qu'elles ont des problèmes de cash. Il peut y avoir des entreprises commerciales qui sont commercialement rentables, mais qui meurent parce qu'elles ont plus d'argent dehors que dedans. Et donc, globalement, la trésorerie est un élément qui est extrêmement important quand on exerce une activité dans le domaine commercial. Et donc, juste un petit focus sur la trésorerie des établissements de santé. On s'aperçoit là que la trésorerie en jours de chiffre d'affaires, quand on est un établissement plutôt de petite taille, on a 30 jours, il y a donc un mois de trésorerie dans les comptes de la clinique ou de l'hôpital. Et quand on s'aperçoit que au fur et à mesure que l'établissement grossit, la taille des établissements grossit, la trésorerie baisse pour arriver à un demi-mois. Donc, voilà ce que je souhaitais vous dire de manière extrêmement rapide sur les différents, on va dire, postes de charge d'un établissement de santé aujourd'hui privé en France. Et puis voilà, j'en ai fini.
Je vais me permettre, non, mais je vais me permettre sur un point, voilà, comme j'ai le temps, je vais me permettre sur un point d'une remarque qui a été faite tout à l'heure et Lamine a un peu botté en touche en disant Yann y répondra tout à l'heure sur les groupes financiers. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et je vais parler pour l'ensemble des groupes financiers qui sont présents ici, et plus particulièrement d'Almaviva, c'est qu'on a tous pris l'engagement de ne pas se verser de dividendes. Donc, je pense que c'est un élément qu'il faut avoir en tête. Et je vais vous donner l'exemple d'Almaviva. Je suis allé chercher dernièrement donc, des nouveaux actionnaires, et j'ai des actionnaires. J'ai un fonds souverain qui est un fonds souverain du Moyen-Orient, qui est un actionnaire d'Almaviva. J'ai aussi le fonds souverain français qui s'appelle la BPI. J'ai une grosse assurance suisse. J'ai les managers et j'ai les docteurs qui sont actionnaires du groupe Almaviva. Et un entrepreneur français bien connu dans le secteur de la santé qui s'appelle Yves Journel. Et l'ensemble de ces 6 parties prenantes qui sont aujourd'hui au capital de l'entreprise ont pris l'engagement de ne se verser aucun dividende. Aucun dividende, aucun fees, aucune obligation convertible diverses et variées, le temps qu'il reste actionnaire. Donc je pense que c'est un élément important parce que ça veut dire que 100% du bénéfice que crée l'entreprise chaque année est utilisé pour réinvestir dans l'outil de travail. Et je pense que ça, c'est un élément qu'il faut qu'on ait tous en tête. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises il y a des actionnaires qui ne se payent pas et qui misent, entre guillemets, sur le fait que dans 6 ans, 7 ans, quand il y aura un changement de capital, ils arriveront à faire une plus-value. Donc ça, c'est un élément qui est important parce que ça permet d'investir et d'investir lourdement. Si je prends l'exemple, et j'ai rencontré dernièrement plusieurs directeurs de centres hospitaliers universitaires et je leur ai posé la question de savoir quel était leur budget d'investissement. Et en gros, le budget d'investissement représente un petit 3% de l'ensemble du budget global. Nous, chez Almaviva, chaque année, on dépense entre 8 et 10% de notre budget en investissement. Et on peut le faire parce qu'on réinvestit 100% de nos bénéfices dans l'outil de travail. Voilà, c'était par rapport à une question qui a eu lieu et Lamine m'avait chargé rapidement de pouvoir faire un élément de réponse. Je pense que c'est un élément qui est important. Aujourd'hui, l'ensemble des groupes ont pris l'engagement de ne pas se verser de dividendes. Enfin, l'ensemble des actionnaires des groupes ont pris l'engagement de ne pas se verser de dividendes. Merci beaucoup, c'était très clair. Votre présentation financière est tout à fait accessible. Donc, il y a beaucoup de questions. Je me permets de démarrer. Et c'est simplement une question provocante, mais je pense que ça a dû traverser en pensée l'esprit de tous ceux qui vous ont écouté. C'est-à-dire que, apparemment, c'est très vertueux. On investit, on ne demande pas de dividende. Vous l'avez très bien dit et très franchement dit, ils espèrent une plus-value. Oui, bien entendu. Qui dit plus-value sur 5 ans, 6 ans, dit rentabilité. Et toute la question est derrière ce mot de rentabilité. Est-ce que finalement, d'augmenter la rentabilité financière n'entraîne pas plus de contraintes, en particulier sur les équipes soignantes? Et là, je me fais le porte-parole d'un certain nombre de confrères avec qui j'ai un certain nombre de discussions à ce sujet. Est-ce que sur les contraintes qui sont actuellement ressenties dans les établissements, en particulier par les collègues chirurgiens, dans leur propre volonté d'investissement ou de développement, sont concernés par vos propos? Je reviens sur mon point. C'est vrai que, et à titre personnel, je mets un accent important sur, on va dire, l'efficacité et la profitabilité de nos établissements, de façon à dégager du cash flow. Et ce cash flow me permet de réinvestir. Donc, on est dans un cercle vertueux. On est dans un cercle vertueux qui permet à l'entreprise de pouvoir réinvestir dans son outil de travail. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est les chiffres que je vous donnais. Là où les CHU sont à un petit 3%, moi, je suis entre 8 et 10%. Donc, j'ai 3 fois plus de capacité d'investissement parce que j'ai cette capacité à aller chercher, on va dire, de l'efficacité d'organisation. Est-ce que vous arrivez à diffuser cette volonté, tout à fait louable, au niveau des différents établissements? Je parle en groupe que vous représentez, tous ceux qui sont exprimés cet après-midi. Écoutez, c'est compliqué. Je pose la question pour que vous puissiez s'exprimer sur ce sujet. C'est toujours compliqué de s'exprimer pour les autres.
Voilà, je n'ai pas forcément de mandat pour m'expliquer au nom d'Elsan ou de Ramsey qui sont intervenus, mais j'ai tout à fait l'impression, et j'étais encore avec Pascal Rocher et Thierry Chiche, donc les patrons de ces deux groupes ce matin, on a passé la matinée ensemble, j'ai l'impression que c'est une tendance lourde de l'ensemble du secteur et on en est fiers. On en est fiers. Bon, en tout cas, nous, on est fiers à l'Académie de vous avoir reçus aujourd'hui parce que finalement, ce que je voulais dire, oui, il y a des questions, pardon, c'est que nous représentons aussi l'ensemble des chirurgiens qui se posent le type de questions que je vous ai adressées. Donc, il y avait une première question demandée par Jean-Claude Scoufinal, si tu veux intervenir. Bref, si vous voulez intervenir. C'est une question comptable. Ah. Voilà, d'abord, ce qui est important, et vous l'avez dit, c'est les investissements. Si vous avez un investissement de 8%, c'est formidable. On sait qu'en dessous de cette somme-là, il y a un coefficient de vétusté de tous les établissements de santé et qu'on ne connaît pas un établissement de santé public en France qui a investi plus de 3 ou 4% actuellement, ce qui explique la dégradation totale de nos établissements. La question n'est pas celle-là, c'est celle, vous êtes vertueux. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Mais je veux dire, voilà, un établissement de santé, c'est fait de deux choses. Hein, c'est fait d'une société d'exploitation et c'est fait de murs, de sociétés immobilières. Donc, je veux dire, la rentabilité, ce n'est pas la rentabilité uniquement, je veux dire, de la société d'exploitation, qui peut être ce que vous racontez avec tout ce qu'il y a autour. Je veux dire, la profitabilité, en tout cas, c'est une profitabilité patrimoniale. Oui. Donc, quelle est la part de la profitabilité patrimoniale et quelle est la part pour les actionnaires de la profitabilité patrimoniale par rapport à la vertu de la profitabilité de la société d'exploitation? Alors, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Almaviva, on est le groupe le plus on va dire, investi en immobilier, puisque plus de 75% de nos établissements nous appartiennent. Et donc, c'est vrai qu'au lieu de payer un loyer à une foncière, ICAT Santé ou une banque, etc., on se paye un loyer nous-mêmes. Et le résultat de ces 75% de loyer qu'on se paye à nous-mêmes représente 20% du résultat. Donc, ce n'est pas forcément là où on fait le plus de marge. Ce n'est pas une question perfide. Hein. Non, c'est une question qu'on pose. Je vous réponds de manière extrêmement précise. 75%, on est propriétaire de 75%, et les loyers qu'on se paye à nous-mêmes représentent 20% de l'ensemble du résultat du groupe. Image Grand Bax. Question simple. Vous préférez une facturation par activité globale, par parcours de patient? Qu'est-ce que vous préférez? Comment vous dit en dotant votre relation avec la sécurité sociale, que ce soit basé sur quoi? Alors, j'ai un faible pour la tarification à l'activité, parce que il y a un vrai lien. Il y a un vrai lien entre ce qui est produit et l'efficacité de ce qui est fait. Maintenant, je comprends qu'il puisse y avoir besoin de mettre en place un certain nombre d'amortisseurs. On parle beaucoup de dotation populationnelle aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est le meilleur système, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, les CHU ont 53 ou 54% de leurs revenus qui viennent de la tarification à l'activité, et le reste, je veux dire, de dotations diverses et variées. Et j'ai cru comprendre que c'était quelque chose qui leur convenait bien. Nous, on est évidemment dans le secteur privé avec une part de la tarification de la pathologie qui est beaucoup plus importante. Hein. On doit être à, je sais pas, 80 et quelques pourcents, 90%. Et je trouve que c'est quelque chose qui nous correspond bien. Merci. Une dernière question à distance, Christian Espagnol. La question de Valet viendra après la communication suivante. Christian Espagnol. Oui, merci. Ben justement, je voulais poser une question qui va tout à fait dans le sens de ce que l'on vient de dire. Je voulais vous demander comment vous voyez l'évolution du modèle médico-économique pour les établissements privés. Parce qu'effectivement, vous venez de le dire, 90 à 95% des ressources issues de l'assurance maladie proviennent de la T2A, c'est donc un paiement au séjour. Or, on sait qu'avec le développement des maladies chroniques, celles-ci vont capter de plus en plus des ressources de l'assurance maladie. On parle des 2/3 des ressources aux alentours des années 2030.
Et donc, ce modèle médico-économique sur lequel repose actuellement l'hospitalisation privée risque d'être battu en brèche. On fait beaucoup de critiques, parfois injustes, certainement à la T2A, mais ce qui est certain, c'est que celle-ci n'est pas toujours adaptée à cette prise en charge des maladies chroniques, que ce soit les épisodes de soins d'ailleurs, ou véritablement les parcours. Alors, est-ce que vous avez des réflexions pour savoir comment vous allez faire évoluer vos modèles médico-économiques pour une sustainabilité dans l'avenir de votre équilibre économique? De façon très schématique. On me demande de répondre de manière extrêmement rapide. C'est une question qui est très vaste. C'est une question qui est très vaste. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la montée l'importance des maladies chroniques fait qu'il faudra réfléchir. Et c'est déjà d'ailleurs un peu le cas avec l'HDJ. On a de plus en plus de prise en compte de parcours patients globaux. Et c'est vraiment quelque chose qu'on met en place et qu'on développe depuis maintenant 2 ans avec de la médecine, de la médecine très complète. Et je pense en effet que l'avenir sera à un peu plus d'équilibrage entre la tarification à la pathologie et la prise en compte de parcours de soins plus globaux, y compris la prévention. Bravo pour votre concision. Un mot du secrétaire général. Alors un mot, c'est si vous avez parlé d'investissement, comment voyez-vous la gouvernance d'investissement? Moi, ça fait 33 ans que j'ai travaillé en privé. J'étais cadre dans une entreprise. C'est un établissement de santé, c'est une entreprise. Même l'hôpital, c'est une entreprise. Et donc, une entreprise, ça doit générer de l'activité pour avoir un équilibre financier. Et j'ai jamais eu un business plan en termes de quels sont vos objectifs pour une meilleure prise en charge des patients et qu'est-ce que vous pouvez me donner en retour. Et à partir de l'activité que je génère. Vous voyez, c'est donnant-donnant. Or, je crains que... Alors, le privé, avant, était assez réactif parce qu'il y avait peu d'échelons décisionnels. Mais maintenant, avec les groupes, il faut constater, c'est qu'on ne sait pas qui décide, les échelons sont plus nombreux. Et donc, comment voyez-vous cette gestion des choix médicaux, des choix d'investissement avec les praticiens? On a, par exemple, moi, qu'on achète un scanner dans la clinique d'à côté dans une chaîne, ça ne me dérange pas, à condition qu'on s'occupe de moi et de mon activité 2 ans plus tard. Il n'écoute pas la question. Mais c'est pressé, je sais. On sait que c'est tout à fait dans la présentation suivante, et c'est peut-être à ce moment-là qu'on répondra. La présentation suivante, elle va parler des sanctionnaires. C'est très différent. Enfin, je veux dire, ça ne veut pas dire... Le partage de gouvernance. C'est le partage de gouvernance. Alors, on est l'actionnariat. Je parle de décisions partagées quant aux investissements médicaux et sur l'activité. Alors, je vais juste vous répondre pour Almaviva. Moi, ça fait 30 ans que je suis PDG de boîtes diverses et variées dans différents secteurs d'activité. Je ne suis pas un pur produit du secteur de la santé. J'ai travaillé dans la restauration, dans la maintenance, dans les EHPAD, etc. Donc, je ne suis pas un pur produit du MCO. Mais par contre, il y a une chose que je sais, c'est que les groupes crèvent d'un embourgeoisement qui se met avec des strates diverses et variées d'encadrement et qui dilue la responsabilité de la prise de décision. Et aujourd'hui, Almaviva, on est un groupe qui aujourd'hui représente plus d'1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, et au siège social, on est 17. Et l'objectif, c'est de ne pas dépasser 20. Alors, le plus longtemps possible, mais c'est de ne pas dépasser 20. De façon à ce qu'on privilégie l'opérationnalité et qu'on privilégie la prise de décision le plus près possible de la clinique et donc du docteur. Parce que quand on a parlé plusieurs fois de robots ou d'investissement, dernièrement, on s'est retrouvé pas très loin d'ici avec un chirurgien qui, à la fin de l'intervention, disait Monsieur Colléou, mon investissement, son investissement, je l'ai signé la semaine dernière, il va l'avoir, mais on ne fait rien sans les chirurgiens. À un moment donné, l'investissement, on est obligé de le faire avec le chirurgien et avec l'engagement du chirurgien. Merci. Donc, c'est un élément important pour moi. Et comme je le disais, on reviendra tout à l'heure sur la gouvernance partagée opérationnelle qui était vraiment le centre de la question. Voilà, et on va finir dans